Utilise ceci. Le patron millionnaire a offert une robe à sa femme de ménage et lui a demandé de l'accompagner à la fête de l'entreprise, mais quand elle est arrivée, tout le monde a été choqué. Claire Martin, 35 ans, entamait chaque journée dans un silence familier. Son réveil sonnait à 5h30 du matin comme une horloge obstinée. Elle se levait sans se plaindre, traversait le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère âgée, préparait le petit déjeuner, du pain grillé, du café noir, un fruit, toujours le même rituel, puis se rendait à pied jusqu'à l'arrêt de bus du 11e arrondissement en direction du quartier d'affaires de la Défense. Là, dans l'imposant bâtiment vitré du groupe Dufresne Technologies, Claire travaillait comme femme de ménage depuis presque une décennie. Discrète, ponctuelle et méticuleuse, elle connaissait chaque recoin des bureaux, chaque imperfection du sol, chaque grincement des portes automatiques. Elle entrait bien avant que les cadres arrivent et repartait bien après leur départ, souvent sans qu'on ait prononcé son prénom. Pourtant, elle n'en voulait à personne. Elle avait appris à se fondre dans le décor, à être l'ombre rassurante qui veille sans se montrer. Mais ce que peu savaient, et encore moins remarquaient, c'était le livre posé chaque jour sur la petite table du local technique, là où elle prenait sa pause. Claire lisait de la philosophie, non pas par prétention, mais parce que ces textes anciens lui donnèrent des réponses que la vie réelle lui refusait. Platon, Kant, Simone Weil. Ce jour-là, elle lisait Montaigne. Elle soulignait des phrases avec un crayon à papier, lentement, absorbée, comme si le monde s'arrêtait autour d'elle. À la maison, elle troquait le balai pour les soins constants à sa mère, dont la santé s'était dégradée depuis plusieurs années. Elle la lavait, la nourrissait, lui parlait avec une tendresse presque enfantine. Les journées s'enchaînaient, longues et silencieuses, sans place pour le rêve ou l'imprévu. Claire vivait dans la stabilité morne d'un quotidien répétitif, mais elle s'y accrochait avec dignité. Pourtant, ce matin-là, quelque chose brisa la monotonie. En arrivant dans le local de nettoyage, elle trouva une boîte posée sur la chaise où elle laissait habituellement son sac. Une boîte noire, rigide, avec un ruban crème parfaitement noué. Intriguée, elle la regarda un long moment avant de tendre la main. Aucun nom dessus, aucun expéditeur. Lentement, elle défit le nœud et souleva le couvercle. À l'intérieur, un tissu somptueux, d'un bleu profond, se déploya comme une vague nocturne. Un parfum subtil s'en échappa, un mélange de lavande et de musc. Claire n'osa pas le toucher d'abord. Elle recula d'un pas, croyant à une erreur, une mauvaise blague peut-être. Mais alors, elle aperçut un petit carton posé sur le tissu, avec une écriture soignée, droite, masculine. « Portez ceci », rien d'autre. Aucune signature, aucun contexte. Son cœur se mit à battre un peu plus vite, sans raison claire. Elle referma la boîte en tremblant légèrement. Qui aurait pu lui envoyer un tel objet? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si des caméras invisibles allaient lui révéler la réponse. Mais il n'y avait que le silence habituel du couloir, lointain et impersonnel. Elle passa les heures suivantes avec cette pensée obsédante. Elle nettoyait les vitres sans les voir, passait l'aspirateur sans entendre son bruit. Son esprit tournait en boucle autour de cette simple phrase. « Portez ceci ». Était-ce une commande? Une invitation? Une provocation? À midi, elle s'assit avec son livre ouvert devant elle, mais ses yeux restaient fixés sur la page sans en lire une seule ligne. Le tissu bleu lui revenait sans cesse à l'esprit, presque comme un souvenir. Ce n'était pas seulement un vêtement, c'était une énigme, un message dissimulé, une interruption soudaine dans un monde régi par l'habitude. Claire ne savait pas encore que cette boîte allait faire basculer sa vie entière. Elle ne savait pas que derrière ces mots simples se cachait une histoire qu'aucun livre de philosophie n'aurait pu prédire. Ce qu'elle croyait être un détail sans importance allait devenir le point de départ d'une transformation qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais pour l'instant, elle ne fit qu'une chose. Elle rentra chez elle avec la boîte bien serrée contre elle, comme si elle contenait un secret fragile. Elle ne dit rien à sa mère. Elle posa simplement le paquet sur le lit et resta debout face à lui, les bras croisés, indécise. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Claire ne lut pas. Le lendemain matin, Claire arriva au travail plus tôt que d'habitude. Le ciel de Paris était encore bleu foncé, zébré de quelques lumières pâles, et l'air sentait la pluie tomber durant la nuit. Dans sa main, elle tenait la boîte noire, bien refermée,
comme si elle transportait un objet trop précieux pour être abandonné dans un casier. Elle n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle avait tourné et retourné cette idée dans sa tête. Et plus elle y pensait, moins les choses lui semblaient logiques. Pourquoi un tel geste, sans explication? Et surtout, de la part de qui? Elle ne connaissait personne dans l'entreprise qui lui porterait une attention particulière, encore moins quelqu'un capable d'acheter un vêtement aussi somptueux. Elle passa le badge à l'entrée, salua poliment le gardien de nuit, qui lui répondit avec un sourire mécanique, puis prit l'ascenseur jusqu'au niveau des bureaux principaux. Là, au fond du couloir, elle s'arrêta net. Louis Dufresne, le président directeur général du groupe, l'attendait devant la porte vitrée de son bureau. Costume gris anthracite, cheveux soigneusement coiffés, il regardait sa montre puis leva les yeux et la vit. Claire eut un sursaut. Elle voulut rebrousser chemin, mais Louis s'approcha lentement, sans un mot, comme s'il voulait éviter tout malentendu. Lorsqu'il fut à quelques pas d'elle, il parla d'une voix posée, presque douce. « Madame Martin, est-ce que je peux vous parler quelques instants, en privé ?» Claire acquiesça sans un mot. Elle suivit le directeur dans le long couloir silencieux. Ses pas résonnaient légèrement sur le sol ciré. Elle entra dans le vaste bureau qu'elle n'avait jamais vu de l'intérieur. Les murs étaient recouverts de tableaux modernes, et derrière le large bureau en bois foncé s'étendait une baie vitrée donnant sur tout le quartier d'affaires. Louis lui désigna une chaise. Elle s'assit, posant la boîte sur ses genoux, les mains crispées dessus. « C'est de moi, » dit-il en regardant la boîte. « Le message. Le vêtement. » Claire hocha lentement la tête, mais ne dit rien. Elle était trop déstabilisée par l'endroit, par l'homme, par l'étrangeté de la situation. « Je vous observe depuis longtemps, » poursuivit-il. « Pas de manière intrusive, évidemment. Mais je vous vois. Vous êtes ici depuis presque 10 ans. Toujours ponctuelle, toujours rigoureuse. Vous faites votre travail avec une dignité que beaucoup n'ont pas. Et pourtant, peu de gens prennent le temps de vous regarder. Moi, je l'ai fait. » Claire fronça les sourcils, mais ne répondit toujours pas. Elle ne comprenait pas où il voulait en venir. Chaque année, nous organisons une fête d'entreprise. Et chaque année, les mêmes visages se partagent la scène, les mêmes discours, les mêmes congratulations. Mais cette année, j'aimerais changer cela. Cette année, j'aimerais y aller accompagné de quelqu'un qui incarne des valeurs que je respecte profondément. Quelqu'un comme vous. Elle crut d'abord avoir mal entendu. « Moi » répéta-t-elle, la voix presque inaudible. « Oui, vous. Je vous invite à venir à la fête annuelle de l'entreprise, en tant que mon invité. Pas comme employé, mais comme personne d'honneur. » Claire secoua la tête, prise de court. « Je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Parce que vous représentez quelque chose que ce monde oublie trop souvent. Le mérite silencieux, l'élégance de la discrétion, l'intelligence sans ostentation. Je vous vois lire dans la salle de pause. Vous avez lu Descartes, Camus, Bergson. Vous êtes plus cultivé que certains de mes cadres. » Elle rougit légèrement, plus de gêne que de fierté. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle. « Je n'ai pas ma place là-bas. » Louis s'avança légèrement sur sa chaise. « Justement, c'est pour cela que je vous le demande, parce que vous méritez d'y être, parce que ce serait un signal fort, et parce que j'aimerais que vous me fassiez l'honneur d'accepter. » Il n'y avait aucune trace de moquerie dans ses yeux. Aucune condescendance, juste une sincérité désarmante. Claire sentit une lutte intérieure naître en elle. D'un côté, la peur du jugement, du ridicule, du regard des autres. De l'autre, une étrange chaleur, une sensation rare qu'on l'avait enfin vue pour ce qu'elle était vraiment. « J'ai déjà reçu le vêtement alors ?» murmura-t-elle. « Oui, je l'ai fait faire pour vous. Ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas un costume, c'est un hommage. » Elle baissa les yeux vers la boîte, toujours sur ses genoux. Les mots « porter ceci » prenaient un autre sens désormais. « Je dois y réfléchir », souffla-t-elle. Louis hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que mon invitation est sincère et qu'elle n'a rien à voir avec la hiérarchie, les statuts ou les apparences. » Elle se leva lentement, encore hésitante. « Merci pour la considération, monsieur Dufresne. Louis, appelez-moi Louis. » Elle quitta le bureau sans ajouter un mot. L'air du couloir lui parut plus dense qu'à l'aller. Elle marcha droit vers l'ascenseur, le cœur battant. Les autres employés arrivaient peu à peu. Certains la saluèrent distraitement, comme d'habitude. D'autres ne la virent de même pas. Elle était encore invisible à leurs yeux, mais plus pour elle-même. Une fois de retour chez elle, Claire posa la boîte sur la table du salon.
Sa mère, assise sur le canapé, leva les yeux. « C'est quoi, ça » demanda-t-elle. « Une question » répondit simplement Claire. Toute la journée, elle passa entre l'évier, les soins à sa mère et les pensées flottantes. Le soir venu, elle ouvrit la boîte à nouveau. Elle caressa le tissu du bout des doigts. Un doute la rongeait encore. Et si elle acceptait? Que dirait-on d'elle? Rirait-il? L'humilierait-il? Mais alors, une autre pensée émergea. Et si, pour une fois, elle s'autorisait à être vue, à exister autrement qu'en silence? Au fond, ce n'était pas une question de robe, ni même de fête. C'était une question de place, et peut-être qu'elle avait enfin le droit d'en prendre une. Le lendemain matin, elle entra dans le vestiaire avec le regard plus clair. Elle déposa la boîte dans son casier sans la cacher. Et lorsque l'on lui demanda si elle allait à la fête, elle répondit simplement « Oui, j'y serai ». Elle n'avait aucune idée de ce que cette réponse allait provoquer. Mais elle savait une chose, elle ne reviendrait pas en arrière. Le samedi matin, Claire se réveilla avec une tension inhabituelle dans le ventre. Elle avait accepté l'invitation. Le simple fait de le dire à voix haute devant le miroir de sa minuscule salle de bain avait suffi à faire trembler sa voix. C'était irréel, presque absurde, de se projeter au bras du PDG d'une entreprise multimillionnaire, elle, la femme de ménage que tout le monde ignorait encore la veille. Pourtant, elle n'était ni dans un rêve ni dans une fiction. Tout cela était réel. Elle ouvrit les volets de son appartement, la lumière parisienne grise mais douce inonda la pièce. La boîte noire trônait toujours sur la table. Elle n'avait pas encore osé l'ouvrir de nouveau depuis cette première fois. Elle l'avait gardée intacte, comme un secret qu'elle ne voulait pas briser trop vite. Mais ce matin-là, elle savait que le moment était venu. Elle ouvrit le couvercle lentement, comme si le tissu allait s'envoler. La robe était toujours là, impeccablement pliée. Elle l'en sortit, la déplia avec précaution et la tendit devant elle. Une pièce d'une élégance sobre, mais saisissante. Bleu profond, presque nuit, avec un tombé parfait et une coupe qui ne laissait aucun doute sur sa confection sur mesure. Les coutures invisibles, les détails aux épaules légèrement drapées, le décolleté discret mais gracieux, tout respirait la précision et le respect du corps qu'elle allait habiller. Claire n'avait jamais porté un vêtement d'une telle qualité. Elle avait eu des tenues correctes, bien sûr, des robes pour quelques mariages lointains ou des dîners familiaux, mais rien qui ne s'approchait de ce qu'elle tenait entre ses mains. Elle passa ses doigts sur la doublure comme si elle voulait en deviner l'histoire, puis elle prit une grande inspiration et sortit son téléphone. Elle appela Nadège, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, maquilleuse professionnelle aujourd'hui, travaillant surtout sur des plateaux de télévision et quelques événements de mode. Elles avaient gardé un lien fragile, fait de quelques messages par an et de souvenirs d'école, mais Claire savait que Nadège viendrait. 3 heures plus tard, Nadège frappait à sa porte. Elle entra, jeta un œil rapide à l'appartement modeste mais propre, puis serra Claire dans ses bras sans un mot. Elle observa la robe suspendue sur la porte de l'armoire et haussa les sourcils. « C'est toi qui vas porter ça ?» demanda-t-elle, à moitié surprise, à moitié admirative. « Oui » répondit Claire. « Ce soir, pour une fête d'entreprise. » Nadège ne posa pas plus de questions. Elle comprenait que l'histoire derrière cette invitation n'était pas simple, et elle respectait le silence de Claire. Elle sortit son matériel, installa une petite table de maquillage improvisée, alluma une lampe d'appoint et commença son travail. Claire se laissa faire, presque figée. Pendant que les pinceaux dansaient sur sa peau, elle se perdit dans ses pensées. Chaque geste de Nadège effaçait un peu de la fatigue qu'elle portait sur le visage depuis des années. Les cernes, les petites rides d'inquiétude au coin des yeux, les traits tirés par les nuits sans sommeil, tout était doucement adouci. La maquilleuse ne cherchait pas à la transformer en quelqu'un d'autre, mais plutôt à révéler ce qu'il y avait en elle, que personne n'avait jamais pris le temps de regarder. Puis vint le moment de s'habiller. Claire entra dans la chambre, ferma la porte et enfila la robe avec des gestes hésitants. Elle tira lentement la fermeture éclair, ajusta les bretelles, rectifia la chute du tissu sur ses hanches. Lorsqu'elle rouvrit la porte, Nadège mit quelques secondes avant de parler. « Claire, tu es magnifique. » C'était plus qu'un compliment, c'était une reconnaissance. Claire ne savait pas comment réagir. Elle se regarda dans le grand miroir du couloir, et ce qu'elle vit la bouleversa, plus qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'était pas seulement son apparence. C'était sa posture, son regard, l'étrange assurance qu'elle n'avait jamais vue chez elle.
Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas la femme invisible qui frottait des bureaux à l'aube. Elle vit une femme forte, digne, élégante, une femme qu'on ne pouvait pas ignorer. Elle resta là un long moment, immobile, à observer chaque détail, puis elle ferma les yeux. Ce n'était pas un masque, c'était elle. Enfin, elle. À 19 heures, elle descendit dans la rue. Un chauffeur l'attendait, envoyé par la société. Il lui ouvrit la portière sans commentaire, avec un respect calme. Le trajet jusqu'au lieu de la fête se fit en silence. Elle regardait défiler les rues de Paris, familières, mais soudain différentes. Tout lui semblait nouveau. À mesure que la voiture s'approchait du lieu, une salle de réception luxueuse dans le 8e arrondissement, son cœur battait plus fort. Elle avait accepté. Elle allait entrer. La voiture s'arrêta. Le chauffeur sortit, lui ouvrit la porte. Elle descendit lentement, posa les pieds sur le trottoir comme si elle marchait sur une scène. Devant elle, les grandes portes vitrées de la salle brillaient sous les lumières chaudes. À l'intérieur, les silhouettes des invités se dessinaient déjà, accompagnées par le murmure d'une musique de fond et les tintements de verre. Claire inspira profondément. Elle redressa les épaules, posa une main légère sur son ventre pour calmer le trac, puis fit le premier pas. Lorsqu'elle franchit les portes et entra dans le hall, les conversations s'arrêtèrent progressivement. Le murmure ambiant se réduisit à un souffle à peine audible. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le personnel, les cadres, les directeurs, les invités extérieurs. Tous semblaient figés. Elle avança sans détourner les yeux. Elle les vit, certains choqués, d'autres stupéfaits. Il y avait ceux qui chuchotaient déjà, ceux qui regardaient ailleurs pour ne pas croiser son regard, ceux qui se souvenaient brutalement de ne jamais lui avoir adressé la parole. Elle continuait à marcher comme si elle avait toujours eu sa place ici. Son pas était lent, assuré. La robe glissait autour de ses jambes avec une fluidité silencieuse. Elle était là, dans ce monde de verre et d'or, et elle y brillait sans forcer. Mais au fond de la salle, un homme s'était levé, Louis Dufresne. Il s'avança à son tour droit, sans sourire forcé, sans effet de manche. Et tandis qu'il réduisait la distance entre eux, Claire sut que l'instant d'après allait tout changer, encore une fois. Quand Louis commença à marcher vers elle, les conversations qui avaient tenté de reprendre se figèrent de nouveau. Le silence devint dense, presque palpable. Les regards suivaient ses pas avec une lenteur mécanique, comme si personne ne comprenait encore ce qu'il se passait. La robe de Claire continuait de captiver l'attention, mais c'était son port de tête, sa démarche fluide et sereine, son calme inattendu au milieu de ce théâtre figé qui provoquait un véritable désarroi parmi les invités. Elle n'était plus une ombre parmi les autres, elle était devenue le centre, et tout le monde sans exception devait désormais composer avec cette évidence. Louis l'avait rejointe. Sans une parole inutile, il lui offrit simplement son bras. Claire hésita une seconde, puis posa sa main dessus avec une aisance presque naturelle. Ensemble, ils commencèrent à marcher vers le cœur de la salle, là où les tables luxueuses étaient déjà dressées, où les visages connus se rassemblaient, où l'élite de l'entreprise commentait habituellement les performances trimestrielles autour de champagnes millésimés. À cet instant précis, chaque pas qu'ils faisaient réécrivait une hiérarchie silencieuse. Les plus haut placés détournèrent le regard, cherchant une explication logique à cette scène. Les autres, les observateurs discrets, laissaient apparaître une admiration muette, mais sincère. Personne n'osait encore approcher. Les groupes habituellement loquaces restaient en périphérie, trop surpris pour improviser des phrases toutes faites. Claire, elle, continuait d'avancer, sans jamais baisser les yeux. Elle voyait les visages familiers, les employés croisés chaque jour dans les couloirs. Des hommes et des femmes qui, jusqu'à la veille, l'ignoraient complètement, passaient devant elle sans un mot, parfois même sans la voir. Elle sentait la tension dans leurs regards, cette gêne profonde que seuls les changements de perspective trop rapides provoquent. Désormais, il la voyait, et il voyait aussi ce qu'il n'avait pas voulu voir avant. Elle reconnut Élise, la responsable des ressources humaines, postée près du bar, un verre à la main. Élise avait toujours ce sourire rigide, celui qu'elle utilisait pour masquer une méfiance constante envers tout ce qui n'entrait pas dans son modèle de réussite. Quand leurs regards se croisèrent, Claire remarqua l'éclat glacé dans les yeux de la femme. Pas de colère franche, pas encore, mais un agacement contenu, comme si la simple présence de Claire dans cet espace qu'elle considérait comme son domaine personnel constituait une offense.
Le maître de cérémonie annonça l'ouverture officielle de la soirée. Les invités furent invités à s'asseoir. Les serveurs commencèrent à circuler avec élégance, distribuant des coupes et des amuse-bouches. Louis guida Claire jusqu'à une table proche de la scène, la même table où prenaient place chaque année les cadres dirigeants. Plusieurs d'entre eux échangèrent des regards confus, se demandant sans doute s'ils devaient la saluer, lui parler ou faire comme si de rien n'était. Un homme directeur des opérations osa finalement s'adresser à elle après avoir lancé un regard furtif à Louis. « Bonsoir, mademoiselle Martin, c'est bien cela ?» Claire hocha la tête avec politesse. « Bonsoir, monsieur le moine. » Il sembla surpris qu'elle connaisse son nom mais se reprit rapidement avec un sourire un peu forcé. « C'est un plaisir de vous voir ici, vraiment, très original, » ajouta-t-il, sans trop savoir s'il faisait un compliment ou exprimait une gêne. Claire se contenta d'un remerciement bref, puis détourna les yeux. Elle ne voulait pas jouer à ces jeux sociaux de façade. Elle était là parce qu'elle l'avait choisi, parce qu'on l'y avait invitée avec sincérité, et non pour être décorative ou flatter un système qu'elle ne cautionnait pas. Louis, assis à sa droite, observait la scène sans intervenir. Il savait que ce moment appartenait à Claire, qu'il n'était pas nécessaire de la défendre ou de l'introduire. Elle le faisait seule, avec une dignité tranquille qui imposait le respect. Au fil de la soirée, l'atmosphère se réchauffa. Certains osèrent enfin venir à sa rencontre. Une jeune assistante marketing la félicita pour sa robe. Un responsable informatique, visiblement mal à l'aise, s'excusa presque de ne jamais lui avoir parlé auparavant. Ces interactions, brèves mais sincères, formaient un contraste saisissant avec l'indifférence qu'elle avait toujours connue dans ces mêmes murs. Mais ce fut au moment où les premières notes de musique se turent que la tension changea brutalement de nature. Louis se leva. Il monta sur la petite scène au fond de la salle. Le silence revint, immédiat. Il prit le micro, sans papier, sans discours préparé. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir. Comme chaque année, nous célébrons nos résultats, nos réussites, nos efforts collectifs. Mais cette année, j'aimerais faire quelque chose de différent. J'aimerais que nous levions nos verres non pas aux chiffres, aux tableaux ou aux courbes de croissance, mais à une personne. » Il tourna lentement la tête vers Claire. « Une femme qui représente ce que nous avons peut-être oublié, la persévérance silencieuse, la constance dans l'ombre, l'excellence sans prétention. Elle est ici ce soir, non pas comme une curiosité, ni comme un geste symbolique, mais parce qu'elle le mérite. » Un murmure parcourut la salle. Des regards se croisèrent, certains fuyants, d'autres honteux. Louis poursuivit, impassible. « Claire Martin travaille ici depuis presque 10 ans. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle a toujours été là, discrète mais essentielle. Et je pense que si nous sommes capables de reconnaître les talents les plus brillants dans nos chiffres, nous devons aussi reconnaître la valeur de ceux qui assurent, chaque jour, que tout cela fonctionne. » Il leva sa coupe. « Ce soir, je vous demande de lever vos verres à Claire. Non pas parce qu'elle est à ma table, mais parce qu'elle incarne la fierté silencieuse de cette maison. » Un instant de flottement, puis un mouvement. Des dizaines, puis des centaines de coupes se levèrent. Certains applaudissaient timidement, d'autres plus fort. Un groupe, au fond, resta immobile. Élise, entre autres, ne leva pas son verre. Elle fixait Claire d'un regard dur, comme si quelque chose en elle refusait d'accepter cette scène. Mais Claire, elle, ne baissa pas les yeux. Elle les soutint tous, avec calme, avec une certitude nouvelle. Ce n'était plus la même soirée, ce n'était plus la même femme, et tout le monde l'avait compris. Après le discours de Louis, le silence laissé par son dernier mot semblait vibrer dans l'air. Ce n'était pas un simple moment de reconnaissance protocolaire, ni un compliment de circonstance. C'était une fracture nette dans la structure habituelle de cette soirée annuelle. Pendant quelques secondes, tout le monde était resté figé, surpris, presque dérouté. Puis, petit à petit, les verres s'étaient levés, les applaudissements s'étaient multipliés. Mais au-delà du bruit, l'essentiel était ailleurs, dans les visages, dans les regards. Certains étaient sincèrement touchés, d'autres profondément mal à l'aise. Claire, restée assise pendant l'intervention de Louis, avait gardé les mains croisées sur ses genoux. Lorsque les applaudissements se firent plus insistants, elle se leva lentement, pas pour faire un discours, pas pour se justifier, mais simplement pour montrer qu'elle entendait, qu'elle acceptait l'instant, même si elle ne l'avait pas choisi. Ce n'était pas un moment facile.
Recevoir l'attention, l'admiration même de ceux qui l'avaient ignoré pendant des années avait quelque chose de profondément ambigu. Une partie d'elle voulait fuir, revenir à l'anonymat rassurant. L'autre, celle qui avait accepté de porter cette robe et de franchir cette porte, restait droite, silencieuse mais présente. Elle regarda autour d'elle. Quelques personnes souriaient franchement, sincèrement. Des employés comme elle, au poste souvent invisible, semblaient émus. Une femme de la cantine leva son verre avec un regard fier. Un homme de la maintenance hocha la tête vers elle. Dans ses gestes discrets, elle reconnaissait quelque chose de vrai, de profond. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas qu'un symbole jeté sur une scène pour un soir. Elle représentait aussi les autres, ceux qu'on ne voit jamais mais qui font tenir la structure. Mais tout le monde ne partageait pas cette émotion. Élise, la responsable RH, restait raide, les bras croisés, le regard dur. À ses côtés, quelques membres du comité exécutif semblaient échanger à voix basse, fronçant les sourcils, glissant des commentaires à peine audibles. Claire ne comprenait pas encore ce qu'ils murmuraient, mais elle percevait clairement une tension. Elle n'était pas la bienvenue pour tous, et l'hommage public de Louis avait, pour certains, franchi une ligne. La soirée reprit lentement son cours. Les conversations revinrent, plus prudentes. Certains vinrent saluer Claire, d'autres passèrent à côté sans un mot, feignant l'indifférence ou l'urgence. Louis, lui, resta à ses côtés. Il ne la couvrait pas de paroles inutiles. Il comprenait que le plus grand respect, ce soir-là, c'était de lui laisser l'espace de vivre cet événement à sa manière. Vers 22 heures, un léger dîner fut servi. Claire goûta à peine au plat. Elle n'avait pas faim. Tout son corps semblait en alerte, comme si chaque fibre réagissait au moindre geste, au moindre regard. À un moment, elle se leva pour aller aux toilettes. En passant par un couloir annexe, elle croisa Élise, qui sortait d'un échange visiblement tendu avec un collègue. En l'apercevant, la directrice RH s'approcha immédiatement. « Claire, puis-je vous parler une minute ?» Le ton était neutre, mais le regard glacial. « Bien sûr, » répondit-elle méfiante. « C'était un discours inattendu, » dit Élise. « Très inattendu. Je suppose que vous ne saviez pas que M. Dufresne allait faire cela ?»« Non, » admit Claire. « Je ne l'ai appris qu'au moment même. »« Et la robe ? Le chauffeur ? Tout cela aussi était une surprise, j'imagine. » Claire sentit le sous-entendu, mais choisit de rester calme. « Il m'a invité. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien organisé. »« Bien sûr, répondit Élise avec un sourire crispé. « C'est juste que certaines personnes ici commencent à se poser des questions. C'est normal, vous comprenez. Quand on voit une employée subalterne recevoir autant d'attention, on s'interroge. Surtout dans une entreprise où les règles sont censées être les mêmes pour tous. »« Je n'ai enfreint aucune règle, Élise, » dit Claire en soutenant son regard. « Je suis venue ici sur invitation, pas par effraction. » La directrice fit un petit rire sans joie. « Eh bien, espérons que cela ne porte pas à confusion dans les jours à venir. Les gens sont si prompts à mal interpréter les choses. » Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un parfum froid de menace à peine voilée. Claire resta quelques instants seule dans le couloir, tentant de calmer la tension qui montait. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Mais elle savait que quelque chose s'était enclenché. Le geste de Louis n'avait pas été anodin. Il avait bouleversé des équilibres fragiles, et certains ne laisseraient pas cela passer sans réagir. Lorsqu'elle revint dans la salle, l'ambiance avait changé, moins chaleureuse, plus contenue, comme si les sourires s'étaient refermés. Elle rejoignit sa table. Louis lui lança un regard interrogateur, mais elle se contenta de secouer légèrement la tête. Le reste de la soirée se déroula sans éclat. La musique reprit, quelques employés dansèrent, d'autres partirent tôt. À minuit, Claire annonça à Louis qu'elle allait rentrer. Il insista pour que le chauffeur la raccompagne. Avant qu'elle ne monte dans la voiture, il lui serra doucement la main. « Merci d'être venue, Claire, vous avez été remarquable. » Elle le remercia sans détour. Elle ne savait pas encore où tout cela l'amènerait. Mais elle savait une chose. Ce soir, elle avait franchi une frontière invisible, et derrière elle, le monde ne serait plus tout à fait le même. Le lundi matin suivant la fête, l'ambiance au siège de Dufresne Technologies était anormalement tendue. Les couloirs, d'ordinaire remplis de conversations animées sur les projets, les chiffres ou les délais, semblaient soudain envahis par des murmures discrets et des regards qui se détournaient rapidement. Claire, arrivée comme d'habitude avant tout le monde, sentit immédiatement le changement. Elle ne pouvait pas encore l'expliquer, mais chaque pas qu'elle faisait dans les étages principaux
portait un poids nouveau. La veille, elle avait été applaudie. Aujourd'hui, elle était scrutée. Son uniforme bleu marine, celui qu'elle portait depuis des années, paraissait étrangement incongru après avoir été vue dans une robe de créateur. Ce contraste n'échappait à personne. Certaines assistantes la saluaient avec un sourire forcé. D'autres évitaient tout contact visuel. Quelques employés, dont elle ne connaissait que les noms inscrits sur les portes, la regardaient désormais avec une insistance à peine déguisée. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était une évaluation, une suspicion, un besoin presque obsessionnel de comprendre ce qu'elle représentait désormais. Le plus frappant fut la réaction de certains cadres. Claire avait toujours été invisible pour eux, comme le mobilier ou les plantes du hall. Mais depuis la fête, elle était devenue un élément perturbateur dans leur paysage bien ordonné. Elle avait franchi une ligne sociale implicite et cette transgression silencieuse réveillait des tensions que peu osaient exprimer à voix haute. Au détour d'un couloir, elle surprit deux responsables de département en pleine conversation chuchotée. « Tu crois qu'ils sont ensemble? Ça expliquerait beaucoup de choses. Tu sais comment c'est les hommes de pouvoir. Franchement, si c'est vrai, c'est malsain. Elle nettoie les bureaux, pas vrai ?» Claire s'éloigna avant d'en entendre plus. Elle avait appris à ne pas accorder d'importance aux rumeurs, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Les mots n'étaient plus seulement blessants, ils étaient lourds de conséquences. Ils construisaient un récit parallèle, une histoire toxique où elle n'était plus une employée méritante, mais une intruse, une opportuniste, une menace. La journée se poursuivit avec une tension constante. Au milieu de l'après-midi, un message interne lui parvint par le système de communication de l'entreprise. Une convocation, officielle, signée par le service des ressources humaines. Objet, entretien de régularisation des conditions professionnelles. L'euphémisme était évident. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas une réunion ordinaire. L'entretien fut fixé pour le lendemain matin, dans la salle réservée aux convocations disciplinaires. Claire, en lisant le message, sentit un frisson d'incrédulité. Elle avait toujours respecté les règles, toujours tenu sa place, toujours rempli ses fonctions sans faillir. Que pouvait-on lui reprocher maintenant? D'avoir accepté une invitation? D'avoir été visible? De ne pas s'être excusée d'exister? Elle imprima le message, le plia soigneusement et le rangea dans son sac. Elle ne dit rien à personne, pas même à sa collègue de ménage, une femme plus âgée qui travaillait de nuit et ne venait au siège que quelques fois par mois. Le reste de la journée, elle travailla en silence, concentrée mais intérieurement agitée. Le lendemain, elle arriva en avance. La salle des convocations était austère, avec des murs blancs, une table en bois, 3 chaises face à elle. Lorsque la porte s'ouvrit, Élise entra la première, suivie de 2 autres membres du service RH. Claire les salua poliment et s'assit. Élise prit la parole sans détour. « Claire Martin, nous avons reçu plusieurs signalements internes concernant un possible usage inapproprié de ressources de l'entreprise. Nous sommes ici pour clarifier votre position. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle attendit, les mains posées sur ses genoux, bien droites. « On vous a vu arriver à la soirée annuelle dans un véhicule de l'entreprise, habillé d'une tenue qui n'est pas conforme à votre fonction, et vous avez été placé à la table de la direction. Pouvez-vous nous expliquer ces éléments ?» Claire inspira lentement, puis répondit d'une voix calme. « J'ai été personnellement invité par Monsieur Dufresne. Il m'a fait parvenir la robe. Il a demandé à ce qu'un chauffeur m'accompagne. Je n'ai rien sollicité, rien demandé. Je n'ai fait qu'accepter son invitation, comme n'importe quel autre invité. » Un des cadres du service RH nota quelque chose sur un carnet. « Vous comprenez que cela crée une confusion entre vie professionnelle et relations personnelles, » dit l'autre, une femme d'une 50aine d'années au ton rigide. « Il est de notre devoir de protéger l'image de l'entreprise. » Claire les regarda un à un, puis elle se redressa légèrement. « J'ai travaillé ici pendant presque 10 ans, jamais un seul retard, jamais une plainte, jamais une erreur. Je suis venu ici en silence. J'ai nettoyé les bureaux de tout le monde, y compris ceux de cette salle. J'ai passé mes pauses à lire parce que je crois que penser rend la vie supportable. Et aujourd'hui, on me reproche quoi? D'avoir été vue? » Un silence lourd s'installa. Même Élise, toujours prompte à réagir, hésita quelques secondes avant de reprendre. « Ce n'est pas personnel, Claire, c'est une procédure. »« Justement, » répondit-elle. « Alors suivez la procédure. Mais suivez-la pour tous, parce que si vous commencez à me juger pour une robe et une invitation,
Alors je veux voir les mêmes questions posées à tous ceux qui profitent des ressources de cette entreprise pour des dîners, des voyages, des cadeaux invisibles. Moi, je n'ai rien caché. La salle resta figée. Personne ne répondit. Les deux autres membres du service RH se regardèrent brièvement. Élise, visiblement agacée par le ton posé de Claire, fit un geste de la main. « Très bien. Nous allons étudier votre réponse et revenir vers vous. Pour le moment, vous pouvez disposer. » Claire se leva sans se presser. Elle ramassa son sac, remercia poliment et sortit. Dans le couloir, elle sentit son cœur cogner plus vite. Ce qu'elle venait de faire, elle ne l'aurait jamais imaginé quelques jours plus tôt. Elle n'était pas une militante, pas une femme de conflit, mais elle venait de poser une limite claire, et elle ne regrettait rien. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'à ce même moment, dans un autre service de l'entreprise, une série de documents internes était en train d'être examinés, et ce qu'ils révéleraient allait tout changer. Le lendemain, dès l'aube, un silence chargé enveloppait les couloirs de Dufresne Technologies. Le personnel semblait plus crispé que d'habitude, comme si l'ombre de l'entretien de la veille planait sur chaque bureau. Claire arriva tôt, veste en main, l'esprit clair malgré le tourbillon d'émotions de la veille. Elle savait que des décisions étaient en suspens, que les accusations pouvaient tourner à charge. Elle n'avait aucune certitude, mais elle était déterminée à ne pas céder au trouble. Lorsqu'elle franchit la porte de la salle disciplinaire, elle reconnut immédiatement l'atmosphère neutre. 2 chaises au fond, une table nue. Cette fois, face à elle, il y avait Louis, Élise et un 3e cadre RH dont elle n'avait pas vu le nom. Tous avaient l'air fatigués, sérieux, mais aussi surpris, comme si la convocation d'hier n'avait pas répondu à toutes les interrogations, mais avait au contraire soulevé des questions nouvelles. La séance débuta sans préambule inutile. Élise prit la parole en premier, visiblement irritée. « Nous avons examiné votre dossier à la suite de l'entretien. Nous voulons comprendre si vous avez effectivement utilisé des ressources de l'entreprise pour votre participation à la fête. Un chauffeur, une robe. Pouvez-vous confirmer que rien n'a été financé de votre poche ?» La question était claire. Claire, calme, répondit de façon posée. « Tout ce que vous mentionnez m'a été fourni. La robe m'a été envoyée, le chauffeur était à disposition suite à l'invitation express de M. Dufresne. Je n'ai rien dépensé. Je ne l'ai pas demandé. Je l'ai accepté parce que j'ai été invité en tant qu'hôte. » Un silence lourd suivit sa réponse. Le 3e cadre hocha la tête, tout en griffonnant quelques notes. Louis, quant à lui, la regardait avec attention. Il ne parlait pas, mais son soutien était réel. Puis ce fut au tour du 3e intervenant de poser une question, technique. Vous comprenez que d'un point de vue interne, cela peut poser problème si des employés reçoivent des privilèges injustifiés. Nous voulons savoir si vous entretenez une relation personnelle ou financière avec M. Dufresne. Une participation claire à une connexion privée pourrait constituer un conflit d'intérêts. La question semblait presque accusatrice, mais Claire répondit sans trembler. « Je ne connais pas cette personne en dehors de l'entreprise. Je n'ai jamais rencontré le dirigeant en dehors, jamais échangé aucun mot avec lui en dehors de la soirée. Je n'ai jamais suivi d'autres formations que le chef d'équipe de la maintenance. Je n'ai aucun lien personnel ou intime. J'ai simplement accepté une invitation professionnelle. » Louis intervint alors, sa voix calme et polie, rompant cette ambiance tendue. « Permettez-moi d'ajouter un mot. J'ai pris cette décision moi-même. J'ai choisi d'inviter Claire Martin, non pas pour des raisons personnelles, mais pour un message de reconnaissance. Tout a été décidé avant que quiconque d'autre n'en sache rien. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien organisé. Elle a accepté un geste spontané du président. » Le visage d'Élise s'assombrit. Elle fit mine de prendre des notes, mais sa main tremblait légèrement. Claire sentit que le vent tournait lentement, mais que tout pouvait basculer à nouveau si les prochains mots n'étaient pas choisis avec soin. Le cadre RH aux cheveux gris reprit alors, d'une voix moins tranchante. « Nous allons conclure cet entretien. Votre réponse sera intégrée au rapport de régularisation. Nous reviendrons vers vous sous 15 jours maximum. Pour l'instant, vous pouvez disposer. » Claire inclina respectueusement la tête et se leva. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Elle vit que Louis détournait le regard, sérieux, soucieux sans doute du poids que cela ferait peser sur elle. Elle réalisa qu'il y avait un silence d'attente collectif. Elle n'était pas seule, elle le percevait. Mais elle ne se sentait pas protégée par une certitude. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait répondu, et sa vérité, sa dignité, suffisaient.
Elle quitta la salle. Le couloir était paisible, presque glacé. Elle marcha sans hâte vers l'ascenseur, son sac serré contre elle. Arrivée à l'arrêt du bus, elle attendit quelques minutes, seule. Elle repensa à sa mère, à la lettre qu'elle lui avait écrite, cette lettre qu'elle n'avait pas encore osé ouvrir. Elle pensa à sa mère malade, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour elle. Ce sentiment d'être en deçà du mérite officiel disparut un instant. Elle réalisa qu'elle avait déjà gagné quelque chose, l'espace, le droit de répondre, le droit d'exister autrement que dans le silence. Quelques jours plus tard, un rapport interne parvint discrètement à Louis, relatif à une procédure d'audit lancée dans plusieurs services. Des anomalies financières furent repérées, des frais de réception gonflés, des contrats de prestataires signés à des taux douteux, des voyages d'affaires facturés de façon inappropriée, des noms emportés dans les relevés de paiement correspondaient aux membres du comité exécutif et même à Élise. La révélation de ce rapport allait bientôt transformer les accusations portées contre Claire en éléments de défensive. Elle l'ignorait encore, mais tout était en train de basculer. Les fondements sur lesquels on voulait la faire tomber allaient s'effondrer. Et elle serait non seulement blanchie, mais aussi reconnue pour ce qu'elle avait toujours été, fidèle, compétente, honnête et intègre. La semaine suivante, les couloirs de Dufresne Technologies devinrent le théâtre d'une agitation inhabituelle, presque souterraine. Les conversations s'interrompèrent brusquement quand quelqu'un approchait, les regards se faisaient fuyants ou suspicieux, et l'ambiance, habituellement dynamique et orientée vers les objectifs de performance, semblait contaminée par une tension diffuse. Personne ne disait les choses ouvertement, mais tout le monde avait compris qu'un événement sérieux se préparait. Les bruits circulaient avec prudence, mais tous tournaient autour d'un mot soudain réapparu dans les bouches, audit. En parallèle, Claire reprenait ses activités quotidiennes comme si de rien n'était. Le service de nettoyage n'avait pas changé ses horaires ni ses missions. Elle passait d'un étage à l'autre avec son chariot, sa blouse proprement repassée, les gestes méthodiques qu'elle répétait depuis des années. Mais désormais, plus personne ne pouvait faire semblant de ne pas la voir. Les conversations s'interrompaient à son passage, pas par mépris cette fois, mais par embarras ou par crainte. Elle était devenue le miroir silencieux d'un système qui se pensait inébranlable. Et puis, un mardi matin, une nouvelle discrètement diffusée dans les services internes fit l'effet d'une onde de choc. Un rapport d'audit du département financier venait de dévoiler une série d'irrégularités graves dans la gestion des fonds opérationnels. Des dépenses inexpliquées, des notes de frais falsifiées, des accords avec des prestataires douteux et surtout des signatures numériques attribuées à plusieurs cadres supérieurs, dont Élise, la directrice des ressources humaines. La nouvelle se répandit vite, même si personne ne voulait encore la commenter officiellement. Louis Dufresne, dans la discrétion qui lui était propre, convoqua une réunion d'urgence avec les responsables de la conformité et du juridique. Les éléments du rapport étaient clairs. Les malversations remontaient à plus de 3 ans. Certains dossiers avaient été manipulés pour masquer des excès de dépenses personnelles, des voyages d'affaires transformés en vacances déguisées, des cadeaux distribués à des fournisseurs en échange de contrats prolongés. Et parmi les noms cités, Élise apparaissait à plusieurs reprises, notamment pour avoir validé des factures irrégulières avec sa propre signature. Les conclusions de l'enquête interne prenaient une tournure inattendue. Alors que Claire était encore, officiellement, en attente de la décision sur son cas disciplinaire, les pièces à conviction qui s'accumulaient dans un autre dossier déplaçaient totalement la focale. Une décision devait être prise rapidement. Louis réunit une seconde fois le conseil de direction, cette fois en présence d'un observateur externe du cabinet de conformité. La salle était silencieuse, tendue. Élise, présente, semblait moins assurée que d'habitude. Son discours de défense, mal préparé, tentait de détourner les accusations sur de prétendues erreurs administratives ou des délégations mal comprises. Mais les documents, les échanges de courriels, les transferts bancaires internes, tout était clair, et surtout irrémédiable. Après 2 heures de confrontation, le verdict tomba. Suspension immédiate d'Élise ainsi que de 2 autres cadres impliqués dans les signatures douteuses. Une enquête officielle serait lancée avec recours à une expertise externe. Les mots employés dans le communiqué interne furent choisis avec précision. Conformité violée,
intégrité de la gouvernance remise en question, mesures disciplinaires immédiates. Mais le plus saisissant, ce fut l'impact de cette annonce sur la perception de Claire. En quelques heures, tous ceux qui l'avaient regardé avec suspicion, tous ceux qui avaient remis en question sa légitimité à être visible lors de la soirée annuelle, comprirent qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. L'image qu'on avait tenté de construire autour d'elle, celle d'une employée favorisée par une supposée proximité avec la direction, s'effondra brutalement face aux preuves qui incriminaient ceux qui l'avaient accusée. Claire, sans avoir jamais levé la voix, devenait la preuve vivante que la justice silencieuse finit toujours par trouver sa voie. Louis, dans un geste rare, prit l'initiative de publier un mot personnel sur l'intranet de l'entreprise. Il y écrivait ceci: « Dans les périodes de doute, il est essentiel de reconnaître les voix que nous avons étouffées. Madame Claire Martin, par sa droiture et sa discrétion, nous rappelle que la fidélité au travail mérite plus que des mots. Elle mérite la vérité. » Ce message, visible par tous les employés, fut interprété comme une réhabilitation publique. Un aveu aussi de la part du plus haut niveau que l'entreprise devait revoir sa manière de considérer ses ressources humaines les plus silencieuses. Le lendemain, Claire fut appelée dans le bureau de Louis. Elle monta une fois encore par l'ascenseur panoramique qu'elle avait toujours évité auparavant. Elle entra dans le bureau sans appréhension, sans colère, sans attente précise. Louis l'attendait debout devant la fenêtre. Il se retourna, lui indiqua une chaise. « Claire, vous avez vu le message, j'imagine. » Elle acquiesça, sans arrogance. « Je l'ai lu, oui. J'aimerais vous dire personnellement que je vous présente mes excuses. Non pour l'invitation, ni pour le moment que nous avons partagé, mais pour ne pas avoir anticipé ce que cela déclencherait autour de vous. Je n'ai pas prévu l'ampleur de l'hostilité que certains allaient libérer. » Claire répondit avec une voix posée. « Ce n'est pas à vous de vous excuser. J'ai fait mes choix. Mais je pense que beaucoup de choses doivent changer ici. » Louis hocha lentement la tête. « Justement, c'est pour cela que je voulais vous proposer autre chose. » Elle le regarda attentive. « Je vous propose un poste, une fonction à définir ensemble, mais intégrée à la direction. Pas comme symbole, pas comme décor, mais pour apporter une vision humaine à cette entreprise. Quelque chose que nous avons oublié. » Claire ne répondit pas tout de suite. L'offre était sérieuse, inattendue et lourde de responsabilités. Elle savait que l'acceptation ne serait pas qu'un pas de plus, ce serait un renversement. « Je dois réfléchir. » Louis respecta le silence. Elle se leva, prête à sortir. « Prenez tout le temps que vous voulez. Ce n'est pas une faveur, c'est un poste que vous méritez. » Claire sortit sans un mot. Dans l'ascenseur, elle pensa à sa mère, à sa jeunesse passée dans l'ombre, à toutes les années où personne ne lui avait demandé son avis, et pour la première fois, elle sentit qu'elle avait enfin le droit de choisir. Pas seulement d'être choisie. Les jours qui suivirent furent à la fois calmes en surface et agités dans l'intimité de l'esprit de Claire. À l'extérieur, l'entreprise se réorganisait après le choc du scandale interne. Les sanctions étaient tombées avec une précision chirurgicale. Élise fut suspendue officiellement, 2 directeurs furent remplacés par des intérimaires et une commission de conformité fut créée pour éviter toute nouvelle dérive. Les services juridiques menaient leur travail discrètement mais fermement. Le personnel, quant à lui, oscillait entre soulagement, gêne et prudence. L'affaire Claire Martin, comme certains la surnommaient déjà dans les couloirs, était devenue un point de bascule dans la culture d'entreprise. Mais dans la vie de Claire, c'était une toute autre tempête qui prenait forme. Depuis la proposition de Louis, elle dormait mal. L'idée d'accepter un poste à la direction semblait irréelle. Elle avait passé sa vie à prouver sa valeur en silence, à faire bien sans demander plus. Et voilà qu'on lui offrait une place à une table où elle n'avait jamais rêvé de s'asseoir. Elle se sentait partagée entre l'envie de dire oui, d'accepter ce tournant historique dans son parcours et la peur de voir cette décision entachée par des interprétations malveillantes. Elle savait ce que certains penseraient, qu'elle avait obtenu ce poste grâce à sa proximité avec le patron, qu'elle n'était qu'un coup de communication, qu'on cherchait à racheter une image publique. Elle avait entendu ce genre de discours toute sa vie, chez d'autres, dans d'autres contextes. Elle savait à quel point les regards pouvaient blesser plus que les mots. L'acceptation de ce poste serait pour elle un acte public. Elle ne serait plus une employée parmi d'autres. Elle deviendrait une figure visible, exposée, et avec cette visibilité viendrait un jugement constant. Mais il y avait une autre voix en elle, plus douce mais tenace.
Une voix qui lui rappelait tout ce qu'elle avait traversé. Les années passées à jongler entre les horaires de travail et les soins à sa mère, les humiliations silencieuses, les invisibilités répétées, les gestes polis mais froids. Et cette voix lui disait qu'il était peut-être temps de prendre la place qu'on lui offrait, non pas par orgueil mais par cohérence, parce qu'elle l'avait mérité, parce qu'elle savait qu'elle pouvait faire la différence. Un soir, après une journée particulièrement longue, Claire rentra chez elle et retrouva dans un tiroir une lettre écrite de la main de sa mère, disparue l'année précédente. Elle l'avait gardée sans l'ouvrir. Elle savait que sa mère l'avait rédigée en prévision d'un jour difficile, sans doute pressentant que sa fille aurait à affronter des choix impossibles. Elle s'assit dans son salon, ouvrit doucement l'enveloppe et lut. À Claire, si tu lis cette lettre, c'est que la vie t'a mise devant un de ces moments où on doit décider pour soi, pas pour les autres, pas pour faire plaisir, pour soi. Tu as passé ta vie à t'occuper des autres, de moi, de ton travail, de tout ce qu'on t'a confié. Tu as été forte, discrète, patiente. Mais je veux que tu saches une chose, tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu n'as pas à avoir honte d'être reconnue. Tu vaux plus que tu ne crois. Tu as toujours eu cette lumière, même si les autres ne la voyaient pas. Et s'ils commencent enfin à la voir, ce n'est pas une erreur, c'est juste la vérité qui finit par se montrer. Alors, si on te propose quelque chose, ne pense pas à ce que les gens diront. Pense à ce que tu veux. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de réussir. Je suis fier de toi, quoi que tu décides. Maman. Les mots la frappèrent en plein cœur. Elle resta là, les yeux humides, la lettre entre les doigts. Elle sentit une chaleur inconnue l'envahir. Pas une exaltation, pas une euphorie, une sérénité plutôt. Comme si enfin quelqu'un lui donnait la permission d'avancer. Et que ce quelqu'un était la seule personne qui n'avait jamais douté d'elle. Le lendemain, Claire arriva à l'entreprise avec une décision prise. Elle était droite, concentrée, et son regard ne trahissait aucune hésitation. Les ascenseurs semblaient plus silencieux que jamais lorsqu'elle monta au dernier étage. Arrivée devant le bureau de Louis, elle frappa 2 fois. Il lui ouvrit aussitôt comme s'il l'attendait. « Claire, entrez. Avez-vous réfléchi ?» Elle hocha la tête. « Oui, je vais accepter, mais à une condition. » Louis fronça légèrement les sourcils, intrigué. « Laquelle ? Je veux créer un programme de développement pour les employés de base, pas un projet marketing, un vrai programme, qui permette à celles et ceux qui, comme moi, commencent en bas de l'échelle, d'avoir accès à des formations, à des opportunités réelles de progression. Je ne veux pas être la seule exception, je veux qu'on ouvre une voie. » Louis ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement de la fenêtre, observa la vue, puis se tourna vers elle. « Vous venez de définir bien plus qu'un poste. Vous venez de tracer une ligne directrice pour cette entreprise. Alors faisons-le, dit-elle simplement. Vous avez carte blanche. » Et ainsi, Claire Martin, ancienne femme de ménage, devint officiellement assistante spéciale de la présidence avec un mandat clair, transformer la culture interne de Dufresne Technologies. Mais plus encore, elle incarnait désormais la preuve vivante qu'aucun destin n'est figé, que le mérite finit par briser les murs les plus opaques, et que parfois, ce n'est pas le monde qu'il faut changer d'abord, mais le regard qu'on pose sur soi-même. Les premières semaines dans ces nouvelles fonctions furent pour Claire un tourbillon d'ajustements, de découvertes et de résistances silencieuses. Bien que sa nomination ait été officialisée par une communication interne claire, les regards suspicieux, les sourires tendus et les chuchotements dans les couloirs ne disparurent pas du jour au lendemain. Elle savait que ce poste, plus qu'un honneur, serait une épreuve constante. Elle avançait chaque jour avec prudence, observant les dynamiques internes, repérant les alliances tacites, identifiant les rouages invisibles du pouvoir. Elle n'était pas naïve. Elle avait compris rapidement que l'hostilité n'était pas seulement due à sa promotion fulgurante, mais à ce qu'elle représentait, un rappel brutal que la méritocratie ne se résume pas à des diplômes ou à des liens sociaux, mais peut surgir des coins les plus inattendus. Dans les réunions de direction, elle ne parlait pas souvent, mais chaque fois qu'elle prenait la parole, c'était pour apporter un point de vue que personne n'avait envisagé. Pas celui d'un cadre formé dans une école prestigieuse, mais celui de quelqu'un qui connaissait la structure de l'intérieur à hauteur d'homme, à hauteur de couloir. Un jour, alors qu'elle quittait le bâtiment un peu plus tôt que d'habitude, le ciel menaçait de pluie. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, sans garde du corps, sans chauffeur, fidèle à son mode de vie. Dans son sac, elle gardait toujours quelques effets personnels,
dont un carnet où elle notait ses impressions, les idées pour le programme d'inclusion qu'elle voulait bâtir, et surtout la lettre de sa mère. Elle la relisait souvent comme un fil conducteur, un rappel de ses fondations, de la femme forte et douce qui l'avait élevée. Ce soir-là, chez elle, une nouvelle enveloppe attira son attention. En fouillant dans un tiroir qu'elle utilisait peu, elle trouva une seconde lettre, écrite également par sa mère, mais datée de plusieurs années plus tôt. Elle l'avait oubliée, ou plutôt, elle n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. Sa mère l'avait rédigée lors d'un séjour à l'hôpital, durant une période particulièrement difficile, alors que Claire travaillait déjà à l'entreprise, mais peinait à tout concilier. Elle s'assit sur son canapé, le cœur battant, et ouvrit l'enveloppe avec lenteur. L'écriture penchée, fine, remplissait 3 pages entières. « Claire, tu sais que je ne suis pas une femme de grands discours, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de poser des mots que je n'ai jamais su te dire en face. Je t'observe depuis toujours. Depuis que tu es petite, tu es celle qui prend soin, celle qui veille, celle qui se tait pour ne pas déranger. Et j'ai peur que ce silence, tu l'aies confondu avec ton identité. Tu n'es pas née pour rester dans l'ombre. Tu n'es pas faite pour t'effacer. Je sais que tu fais ton travail avec fierté, même si personne ne te regarde. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas à attendre qu'on te donne ta place. Tu peux la prendre. Et si un jour quelqu'un te voit, te reconnaît et te tend la main, ne refuse pas. Ce n'est pas de l'arrogance d'accepter d'être reconnu, c'est du courage. Tu es la personne la plus intelligente et intègre que je connaisse. Et si le monde est aveugle, ce n'est pas toi qui dois baisser les yeux. Ne te laisse jamais convaincre que tu es trop ou pas assez. Tu es juste ce qu'il faut. Et moi, ta mère, je suis fier de toi, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Tu es ma victoire. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Ce n'était pas une émotion spectaculaire, mais une tristesse douce et profonde, mêlée à une immense reconnaissance. Cette lettre, venue du passé, lui confirmait ce qu'elle avait commencé à comprendre, qu'elle n'avait pas besoin de chercher la légitimité à l'extérieur. Elle l'avait toujours portée en elle. Le lendemain, forte de ces mots, Claire décida de passer à l'action. Elle convoqua une réunion avec le service des ressources humaines et le département de la formation interne. Dans cette salle où elle n'était jamais entrée autrement qu'en nettoyant les sols, elle présenta sans détour son projet de programme de développement pour les employés dits de première ligne. Agents d'entretien, personnel de sécurité, cantiniers, chauffeurs, tous ceux qui faisaient fonctionner la structure sans jamais en recevoir les bénéfices. Elle proposa des formations qualifiantes accessibles pendant les heures de travail, des passerelles vers d'autres postes, un budget dédié à l'accompagnement professionnel et surtout la création d'un comité de représentation composé de ses employés pour participer aux décisions internes. Elle insista. Il ne s'agissait pas d'un geste charitable, mais d'un devoir de justice. Ce programme n'est pas une faveur, c'est un rattrapage. Nous avons trop longtemps oublié ceux qui nous permettent chaque jour de travailler dans des conditions optimales. Il est temps de leur donner les mêmes chances que nous exigeons pour nous-mêmes. Le silence fut long après sa présentation. Puis une voix s'éleva, celle d'un ancien cadre du développement RH proche de la retraite. « Ce que vous proposez est ambitieux, mais juste. Je n'ai jamais vu quelqu'un défendre cela de manière aussi claire. Je suis avec vous. » Peu à peu, d'autres approuvèrent. Les réticences tombèrent face à la clarté de sa vision et à la force tranquille de sa détermination. Le projet fut validé à l'unanimité. Ce jour-là, en quittant la salle de réunion, Claire sentit un changement profond. Elle ne portait pas une robe de gala. Elle ne montait pas sur une scène. Elle n'était pas entourée d'applaudissements. Mais elle avait accompli quelque chose de plus grand. Elle avait ouvert une voie pour d'autres. Elle avait redéfini ce que signifiait réussir. Et en traversant le hall d'entrée, elle croisa un jeune agent de nettoyage qu'elle n'avait jamais vu. Il lui lança un regard rapide, puis baissa les yeux. Claire s'arrêta, s'approcha doucement et tendit la main. « Bonjour, je suis Claire. » Il leva les yeux, surpris. Il serra sa main timidement. « Je m'appelle Yacine. Ravi de te rencontrer, Yacine. Tu travailles ici depuis longtemps. 2 mois. C'est tout nouveau pour moi. » Elle sourit. « Alors bienvenue. Et n'oublie pas, ici tu as aussi ta place. Une vraie. » Elle continua son chemin, le cœur léger. Ce n'était pas encore la fin du parcours, mais c'était enfin le commencement d'un chemin qu'elle avait choisi. L'officialisation du programme d'inclusion professionnelle que Claire avait conçu transforma en profondeur
la dynamique de Dufresne Technologies. En quelques semaines, les premiers modules de formation furent mis en place. Des agents d'entretien, des chauffeurs et des assistants de service furent invités à des réunions où, pour la première fois, on leur demandait ce qu'ils souhaitaient apprendre, comment ils se projetaient dans l'entreprise et quels obstacles les freinaient depuis des années. Ce n'était plus une démarche descendante venue des étages supérieurs. C'était une construction conjointe, menée avec respect et clarté. Claire avait veillé à ce que chaque décision soit prise avec concertation et non par décret. Ce qui frappa le plus dans ses débuts fut la sincérité des réponses recueillies. Certains employés, émus d'être enfin écoutés, révélèrent des parcours impressionnants, des diplômes abandonnés faute de temps, des rêves professionnels enterrés sous la nécessité, des compétences ignorées faute de reconnaissance. Claire, en les écoutant, se revoyait dans chacun d'eux. Chaque témoignage renforçait sa conviction que le talent ne dépendait pas du poste occupé, mais de la manière dont une personne était accompagnée et valorisée. Mais ce changement profond n'était pas uniquement perçu à l'intérieur. À l'extérieur, les échos de cette initiative inédite parvinrent rapidement aux oreilles de médias spécialisés et de groupes engagés dans la responsabilité sociale des entreprises. Un article du journal économique Les Échos fit mention de la transformation humaine de Dufresne Technologies menée par une ancienne femme de ménage devenue actrice du changement. La direction, loin de chercher à capitaliser sur l'effet médiatique, insista sur la continuité du travail, préférant démontrer par les actes que le changement était réel. Louis, fidèle à sa posture discrète, laissait Claire occuper la scène lorsqu'il s'agissait de présenter les avancées du programme. Lors d'un séminaire interne, devant les cadres et les employés des différents services, il ouvrit la session en ces termes. « Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas une opération de communication. C'est une transformation en profondeur. Et si nous sommes capables de la mener, c'est parce que Claire Martin nous a rappelé une chose essentielle. Dans une entreprise, chaque personne compte, pas pour ce qu'elle affiche, mais pour ce qu'elle apporte. Et il était temps que nous le reconnaissions, collectivement. » Les applaudissements qui suivirent furent spontanés. Mais pour Claire, la reconnaissance ne résidait pas dans les éloges publics. Elle la ressentait dans les regards qui changeaient, dans les gestes de coopération entre services qui jusqu'ici ne s'adressaient jamais la parole, dans la fierté silencieuse de ceux qui osaient, pour la première fois, exprimer une ambition sans craindre d'être jugés. Dans ce climat de changement, Claire ne se laissa pas emporter par l'euphorie. Elle restait vigilante. Elle savait que tout progrès réel devait être consolidé par des structures solides. Elle demanda la mise en place d'un comité permanent chargé de l'évolution des employés de base, composé à moitié de représentants issus de ces mêmes catégories. Elle voulut que les décisions futures ne puissent plus se faire sans ceux qui, jusqu'alors, étaient systématiquement exclus des discussions. Cette exigence ne plut pas à tous. Certains cadres conservateurs y virent une perte de pouvoir. Mais la dynamique enclenchée était trop forte pour être stoppée. Un matin, Claire reçut un message de Louis, l'invitant à une rencontre moins formelle. Le ton du message était inhabituellement personnel. « J'aimerais vous parler d'autre chose, si vous avez un moment. » Elle accepta, sans savoir à quoi s'attendre. Elle monta au dernier étage, frappa, entra. Il n'était pas à son bureau. Il était sur la terrasse, un dossier à la main, debout, regardant la ville en contrebas. Il se retourna lorsqu'il la vit. « Je ne vous dérange pas ?» demanda-t-elle. « Non, au contraire. J'ai quelque chose pour vous. » Il posa le dossier sur la table de la terrasse, puis tendit une petite boîte identique à celle de la fameuse robe bleue. Claire la fixa un instant, le souffle légèrement coupé. « Encore une invitation ?» dit-elle, mi-souriante, mi-surprise. « D'une autre nature. Il n'y a pas de scène, pas de discours. Juste un dîner. Vous et moi. Si vous en avez envie. » Elle ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, une robe plus simple que la première, élégante, mais sans l'ostentation de celle du gala. Elle la toucha du bout des doigts, puis referma doucement le couvercle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. « Parce que j'ai toujours fait la part des choses entre le professionnel et le personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que je vous respecte dans les deux sphères. Ce dîner, ce n'est pas un prolongement de ce que vous faites ici. C'est un moment humain. Mais seulement si vous le souhaitez. » Claire le regarda longtemps. Elle ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas une proposition banale. Elle mesurait les implications, les attentes, les projections que cela allait susciter.
mais elle mesurait aussi la rareté d'un respect exprimé sans pression. « Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, mais merci de ne pas me le demander comme une faveur. » Louis acquiesça sans insister. « Je n'ai jamais considéré que je vous faisais une faveur. C'est une chance, si elle est partagée. » Claire redescendit, la boîte à la main. Dans l'ascenseur, elle resta silencieuse, le regard fixe. Ce n'était plus le même regard que des mois plus tôt. Il n'y avait plus de peur. Il y avait une conscience aiguë de sa propre valeur, et surtout, une capacité nouvelle à choisir pour elle-même. En sortant du bâtiment, elle croisa plusieurs employés qui la saluèrent naturellement, sans détour. Parmi eux, une jeune femme de la cantine lui glissa. « C'est beau ce que vous avez fait pour nous. On se sent enfin exister. » Claire la remercia d'un signe de tête. Elle marcha jusqu'à la station de métro, la boîte sous le bras. Le choix n'était pas encore fait. Mais cette fois, elle savait que quel qu'il soit, il viendrait d'elle, et d'elle seule. Les jours qui suivirent l'invitation de Louis furent marqués par une stabilité inattendue. Claire, désormais pleinement intégrée dans son rôle au sein de la direction, alternait entre réunions stratégiques, suivies du programme d'inclusion et rencontres individuelles avec des collaborateurs de tous niveaux. Chaque jour apportait son lot de récits bouleversants, de parcours singuliers, et surtout de personnes qui, en se sentant écoutées, retrouvaient une forme de dignité souvent mise de côté dans les structures hiérarchisées. Ce travail de terrain, humain, devenait son moteur. Mais malgré cette dynamique intense, l'image de la boîte et de la robe continuait de l'habiter. Elle l'avait déposée, sans y toucher, sur une étagère dans sa chambre. Elle ne l'avait pas oubliée. Elle l'observait chaque matin, chaque soir, comme un rappel discret qu'un choix personnel attendait encore sa réponse. Contrairement aux décisions professionnelles où tout devait être planifié, justifié, mesuré, cette proposition échappait au cadre rationnel. C'était une parenthèse, une offre sans obligation mais lourde de signification. Louis n'évoqua pas le sujet. Il ne la relança pas. Il ne fit aucun commentaire. Il continua de la traiter comme l'égale qu'elle était devenue dans les décisions, respectant son rythme, son espace, son autonomie. Ce silence, loin d'être une pression, lui parut être une forme d'élégance rare. Il lui laissait le temps. Et ce simple fait suffisait déjà à redéfinir la nature de cette invitation. Un vendredi soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une semaine dense, Claire s'arrêta dans une librairie du quartier. Elle parcourut les rayons, attirée par un titre qu'elle connaissait bien, « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Elle l'avait déjà lu jeune, à une époque où ses conditions de vie ne lui permettèrent pas de réfléchir à la liberté autrement qu'en théorie. Ce soir-là, elle acheta un nouvel exemplaire. Arrivée chez elle, elle s'installa dans son fauteuil, ouvrit le livre, mais ses yeux glissèrent vers la boîte toujours fermée. Elle se leva, s'en approcha et l'ouvrit enfin pour la seconde fois. La robe, d'un bleu nuit légèrement plus clair que la première, était faite d'un tissu fluide, élégant, mais sans extravagance. Pas de broderie, pas de paillettes, seulement une coupe parfaite, pensée pour le confort et la beauté sobre. Elle la passa sur un cintre et la suspendit près de la fenêtre. La lumière de fin de journée la traversait doucement, révélant des nuances subtiles. Claire l'observa un long moment. Ce n'était pas un vêtement destiné à impressionner. C'était une invitation à se sentir bien, une pièce faite pour elle, pour une soirée sans témoin, sans obligation. Le lendemain, elle entra dans son bureau tôt, comme à son habitude. Sur sa table, aucun message de Louis, aucune allusion à l'invitation. Mais à midi, elle reçut un appel bref de la réception. Une livraison personnelle venait d'arriver. Elle descendit. C'était une enveloppe fine, sans logo. À l'intérieur, une carte écrite de la main de Louis, samedi 20h. Toit terrasse, immeuble Trocadéro. Sans obligation, sans attente, juste une table, 2 verres et une vue. Louis. Elle referma la carte, les doigts légèrement tremblants. Il n'y avait pas d'ultimatum, pas de déclaration pompeuse, juste une possibilité simple, directe, respectueuse. Elle retourna dans son bureau et reprit son travail sans rien dire à personne. Mais quelque chose en elle avait déjà changé. Le samedi arriva. La journée fut longue, pleine de doutes discrets. Elle nettoya son appartement plus que de raison, rangea des papiers qu'elle laissait traîner depuis des semaines et relut la lettre de sa mère. Elle s'habilla sans hâte, passa la robe, se coiffa simplement, se maquilla à peine. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut cette femme calme, lucide, décidée. Elle n'allait pas à un rendez-vous amoureux.
Elle allait à une rencontre entre deux personnes qui avaient traversé une histoire singulière, chacun à leur manière. Elle prit un taxi. Lorsqu'elle arriva au Trocadéro, le ciel était encore teinté des couleurs du crépuscule. Le bâtiment, sobre de l'extérieur, comportait une terrasse discrète au dernier étage. Un employé l'attendait, la salua poliment et la guida jusqu'à un ascenseur privé. À la sortie, une légère brise l'accueillit. La terrasse, entourée de plantes, offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel, qui s'illuminait lentement à mesure que la nuit tombait. Louis était déjà là. Il se leva lorsqu'il la vit, visiblement nerveux. Il portait une chemise simple, sans cravate, une veste sombre et un regard sincère. Il s'approcha, tendit la main sans chercher à l'embrasser. « Merci d'être venu, dit-il. Merci de m'avoir invité. » Ils s'assirent. La table était dressée simplement. 2 assiettes, une bouteille de vin, un plat léger. Pas de serveur, pas de discours. Juste un dîner pensé pour 2. Ils parlèrent d'abord du programme d'inclusion, des résultats prometteurs, des prochaines étapes. Puis la conversation glissa doucement vers leurs histoires personnelles. Claire parla de sa mère, de son enfance, de ses lectures. Louis évoqua ses débuts dans l'entreprise, ses doutes, les erreurs qu'il avait commises. Il n'y eut pas de moment théâtral, pas de déclaration solennelle, seulement des silences confortables, des regards francs, et cette sensation rare d'être compris sans avoir à s'expliquer. Lorsqu'ils se levèrent pour observer la ville, la tour Eiffel scintillait. Claire s'appuya sur la rambarde. Louis s'approcha sans la toucher. « Je ne sais pas où cela nous mènera, dit-il, mais je voulais commencer ici, dans le calme, dans l'écoute, et avec vous. » Claire tourna légèrement la tête vers lui. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle voulait que ce moment reste suspendu, sans être alourdi par des mots inutiles. Elle sourit doucement, puis regarda à nouveau la ville. Elle n'avait pas besoin de tout définir ce soir-là. Ce n'était pas un engagement, ni une promesse. C'était un point de rencontre entre 2 personnes qui avaient appris à se respecter dans la vérité du quotidien. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour commencer. Quelques semaines après le dîner sur le toit terrasse, la vie de Claire avait pris une nouvelle stabilité, mais cette fois, une stabilité choisie, construite, assumée. Le programme d'inclusion sociale, devenu officiel, avait trouvé une place durable dans la structure de Dufresne Technologies. Ce n'était plus un simple projet pilote ou une initiative ponctuelle. Il était intégré dans les indicateurs de performance de l'entreprise, avec des comités trimestriels, des indicateurs clairs et surtout un engagement de long terme. Pour Claire, ce n'était pas une victoire personnelle, mais une transformation structurelle qui portait déjà ses fruits. Elle recevait régulièrement des messages d'employés qu'elle n'avait jamais croisés, racontant comment leur quotidien avait changé. Des témoignages discrets mais puissants. Un agent de sécurité qui suivait désormais une formation en logistique interne, une femme de ménage qui avait été reclassée en assistante de gestion après avoir révélé ses compétences en informatique, un cuisinier qui participait aux réunions du comité d'innovation avec des idées appréciées. Claire lisait chaque message avec une émotion contenue, toujours consciente que ses avancées ne lui appartenaient pas, mais qu'elle en avait été l'amorce. Sur le plan personnel, elle avait continué à voir Louis à son rythme, dans un espace préservé du tumulte professionnel. Il n'y eut pas d'affichage, pas de confidence aux collègues, pas d'intrusion dans le cadre de travail. Ils s'étaient accordés sur un principe simple. Leur lien ne devait jamais empiéter sur leurs fonctions. Ce respect mutuel, loin de créer une distance froide, avait nourri une relation solide, nourrie par l'admiration, l'écoute et l'absence de précipitation. Un soir de début d'été, Louis lui envoya un message inhabituel. « Ce soir, j'aimerais vous revoir sur le toit. Mais cette fois, pas pour parler de travail, ni pour dîner, juste pour regarder Paris. » Claire sourit en lisant ces mots. Elle comprenait l'intention. Ce n'était pas une demande, c'était une proposition paisible, sans enjeu, sans pression. Elle accepta. Elle arriva à l'immeuble en fin de journée. La chaleur de la journée s'était adoucie, l'air portait une odeur légère de pierre chaude et de tilleul. En entrant sur la terrasse, elle trouva Louis déjà installé, 2 verres d'eau citronnés à la main. Pas de table dressée, pas de service. Juste 2 chaises longues face à la ville. Il l'accueillit d'un simple signe de tête, puis lui tendit un verre. Elle s'assit à côté de lui, en silence. Paris s'étendait devant eux, immense et calme, baigné dans une lumière dorée. La tour Eiffel, au loin, projetait ses premières ombres sur les immeubles voisins.
Les bruits de la ville parvenaient en sourdine, comme un fond sonore discret. Ils restèrent longtemps sans parler. Claire, les yeux perdus sur l'horizon, pensait à tout ce qu'elle avait traversé depuis cette première boîte noire posée sur son casier. Elle se souvenait de sa surprise, de ses doutes, de la fatigue, de la peur du regard des autres. Et maintenant elle était là, à contempler la ville dans un silence apaisé, le cœur stable. Louis finit par rompre le silence d'une voix presque murmurée. Je me suis souvent demandé à quoi ressemblerait la fin de mon parcours professionnel. Je pensais à un départ classique, des discours, un pot d'adieu, mais je crois que cette fin-là, je ne l'attendrai pas, parce que grâce à vous, j'ai commencé une autre étape, plus vraie, plus humaine. Claire tourna la tête vers lui, surprise, mais touchée. Vous parlez de partir? Pas encore, mais je parle de transmettre, de laisser la place progressivement, pas à moi-même, mais à une autre façon de diriger. Et je crois que vous avez montré que cette autre façon est possible. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle sentait qu'il ne cherchait pas de réponse, mais qu'il partageait une réflexion sincère. Elle comprenait. Elle aussi envisageait sa position comme une étape, pas une finalité. Ce qu'elle voulait, c'était construire une structure capable de continuer sans elle, une culture qui survivrait aux personnes. Je ne voulais pas changer l'entreprise, dit-elle enfin. Je voulais seulement qu'on arrête de mépriser ceux qui la font vivre. Et vous avez réussi, sans heurts, sans éclat, avec la force tranquille que peu savent manier. Un long silence suivit, confortable. Puis Louis se leva, marcha jusqu'au bord de la terrasse, les mains dans les poches. Il regarda à nouveau la ville, puis se retourna. « Claire, vous savez, j'ai souvent été entouré, mais rarement accompagné. Ce que j'ai trouvé avec vous, ce n'est pas un partenariat, c'est un ancrage. » Elle resta assise. Ces mots, pourtant simples, portaient une densité rare. Il n'y avait pas de déclaration, pas de romantisme appuyé, seulement une vérité partagée. Claire se leva à son tour, marcha lentement jusqu'à lui. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, sans se toucher. « Je ne sais pas où cela nous mène, dit-elle, mais je n'ai plus peur de marcher. » Il hocha doucement la tête. « Alors marchons, un pas à la fois. » Ils restèrent là, en silence, le regard tourné vers la ville qui scintillait peu à peu sous les lumières de la nuit. Ce n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de prince ni de carrosse. Il y avait une femme qui avait fait face, qui avait refusé l'invisibilité, qui avait agi. Une femme dont la voix avait changé une entreprise. Une femme qui, en entendant porter ceci, avait choisi d'exister pleinement. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer une autre vie.